dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma rentrée des classes, de mes nouveaux élèves, de tous les projets que j'ai prévu de faire cette année, sachant que je suis censée en faire moins que les années précédentes, donc il va falloir que je compose avec ma propre injonction envers moi-même. Je profite de cette intro de vidéo pour vous informer que j'ai créé un podcast. Il s'appelle Au Café des Profs et c'est un podcast qui s'adresse principalement aux étudiants, aux nouveaux entrants dans le métier, mais également à toutes les personnes désireuses de connaître le métier d'enseignant de l'intérieur. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des conseils pour les jeunes enseignants ou les étudiants sur le métier d'enseignant, et ce sera en parallèle de la chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à aller écouter, vous abonner, partager, mettre des étoiles, parce que le référencement sur Apple Podcast notamment fonctionne comme ceci, et mieux on est référencé, mieux le podcast est connu. Et j'espère du coup que nous allons bientôt sur cette chaîne YouTube atteindre les 20 000 abonnés. Je compte sur vous. Maintenant, on va passer du coup à la vidéo du jour. On s'est retrouvés le 31 août, comme chaque année, pour la pré-rentrée des enseignants. Donc c'est une pré-rentrée à l'occasion de laquelle vous avez tous les collègues que vous n'avez pas vus depuis la fin de l'été, qui se retrouvent au même endroit, dans une salle, où il y a généralement une réunion durant laquelle la principale, ou le principal, ou le proviseur, selon l'établissement où vous êtes, va présenter ses équipes, donc les nouvelles équipes, mais également les anciens collègues, leur discipline, leur rôle dans l'établissement, puisqu'il peut s'agir du personnel de cantine, des AESH, de l'équipe de direction, puis de l'équipe professorale. En général, c'est une réunion durant laquelle les chefs parlent et on essaye de faire semblant d'écouter et de faire semblant de prendre des notes. Et je crois que cette année, j'ai atteint le summum de la personne qui est là depuis un moment et qui du coup ne fait plus rien. Non, j'exagère un petit peu, mais disons que quand j'ai commencé, je prenais tout en note. Je notais tout ce qu'il racontait, tout ce qu'il disait pour être sûr de ne rien oublier. Note que je ne relisais jamais ensuite et qui surtout était un peu ridicule parce qu'il nous donne ensuite un dossier avec tous les documents récapitulés dedans. Mais j'étais persuadée qu'il fallait que je prenne tout en note. Enfin, pour moi, ça me rassurait, ça me déstressait. Et ben, figurez-vous que cette année, alors j'ai pris des notes, quand même. J'ai quand même pris 3 pages de notes pour cette réunion. Mais on va pas dire qu'elles sont très pertinentes. Parce que, je vais vous lire un extrait par exemple. Feuille de route d'Azen. Il y a eu des travaux de peinture dans le hall de l'escalier A. Entre parenthèses, si un élève touche le mur, l'éliminer. Oui, non, je ne compte pas éliminer un élève. Cela dit, ne touchez pas le mur. Il y a eu des travaux de peinture. Travaux de peinture qui, entre parenthèses, ressemblent à ça. Alors, je sais pas qui est le peintre de l'éducation nationale, mais il faudrait arrêter d'utiliser du saumon, du vert fluo et du jaune. Parce que c'est moche. Peignez en blanc, en fait. C'est bien le blanc. Je continue sur ma liste des notes que j'ai prises. Le gestionnaire est en congé parental, c'est un humain. Alors, je vous dis ça parce que le gestionnaire, que j'aime beaucoup entre parenthèses, me fait beaucoup rigoler parce qu'il ne bouge pas. En fait, il est toujours dans son bureau à faire la comptabilité et quand on arrive, il dit « Oui, oui, je prends note. Très bien. Vous avez besoin de combien pour le quota de la photocopieuse ?» Moi, je croyais que c'était un ordinateur. Enfin, cela dit, il a peut-être eu un ordinateur comme bébé. Comment reconnaître un stagiaire ? Il prend des notes. Oui, parce que j'avais j'avais 2 stagiaires qui étaient un là, l'autre là-bas, et c'était drôle, parce que vraiment, je vous assure, entre les anciens qui sont là, qui discutent, qui parlent de leurs vacances, et ceux qui arrivent dans l'établissement, alors on dit stagiaires, mais généralement les nouveaux dans l'établissement, qui prennent des tonnes et des tonnes de notes, et c'est pas pour les blâmer, parce que j'ai fait pareil que eux, mais du coup ça me faisait beaucoup rigoler. Ah oui, et puis il y a eu une autre chose qui m'a beaucoup fait rire, c'est que les principales essayaient de nous parler du dispositif devoir fait, qui est un dispositif où on est censé du coup permettre aux élèves de pouvoir faire leurs devoirs à l'école et de les accompagner. Et techniquement, c'est un dispositif où on n'a pas le droit d'obliger les élèves à y aller. Et la principale adjointe a dit « On ne peut pas obliger un élève à participer au dispositif, donc on vous encourage à utiliser l'injonction bienveillante. » Moi j'appelle ça un peu obligé. Mais on joue avec les mots. Dans l'éducation nationale, si vous mettez le mot bienveillant devant quelque chose, ça passe. Du coup, évidemment, ce qui intéresse toujours dans les pré-rentrées, c'est de recevoir l'emploi du temps et puis les équipes pédagogiques. Ce qui permet ensuite, du coup, de bosser dans les premiers temps pour récupérer les listes des élèves. Ça, c'est pour faire mes plans de classe. Alors, je teste une nouvelle organisation cette année. D'habitude, je classe obligatoirement les élèves par ordre alphabétique, ce qui me permet en fait de les retenir. Donc, comme ils sont classés dans l'ordre, après, pour pouvoir les appeler,
Il me suffit de regarder les 2 premiers de l'alphabet, je sais qu'ils sont ici. Pareil pour les 2 derniers, je sais qu'ils vont être là-bas. Là, je teste un truc nouveau. J'ai demandé à mes collègues comment ils procédaient, ils m'ont pour beaucoup dit qu'ils les laissaient s'installer comme ils voulaient au début, que ceux qui posent problème, très rapidement, les premières minutes, on s'en rend compte, et du coup on les change de place, et que sinon, si vraiment ça se passe pas bien, au bout de quelques semaines, enfin 1 à 2 semaines, en fonction de comment ça évolue avec la classe, à ce moment-là, ils refont un plan de classe. Et cette année, j'étais super contente parce qu'on nous a envoyé les équipes pédagogiques avant l'été, ce qui nous a permis un petit peu plus de nous concerter avec justement les collègues pour savoir dans chaque équipe pédagogique qui c'est qu'on avait, c'est-à-dire avec quels collègues on allait travailler. Par exemple, je prends ma classe dont je suis professeur principal, je savais qui était le professeur d'anglais, qui était le professeur d'allemand, qui était le professeur d'espagnol, qui était le professeur de français, et ce qui permet, si on a des projets communs, de pouvoir directement les mettre en place. Donc justement, au niveau des projets, nous on en a beaucoup. Alors, en partie parce qu'on est un établissement où on a du mal à ne pas faire de projets, où ça nous fait plaisir. Donc on fait nos cours, mais généralement on a 1,5 milliard d'idées qui foisonnent à la minute, avec des journées thématiques, des projets de telle activité, de telle vidéo, de tel machin. Donc c'est vrai que on bouge beaucoup, mais également parce que aujourd'hui on encourage justement à décloisonner les disciplines. Donc ça c'est depuis la réforme de 2015, on a créé ce qu'on appelle les EPI, c'est-à-dire les enseignements pratiques interdisciplinaires, qui ont pour objectif de permettre aux enseignants de travailler ensemble et de pouvoir créer des projets communs. Et il faut que chaque classe ait au moins un EPI par an. Moi, cette année, j'ai une classe de 5e, j'ai 3 classes de 4e et j'ai 2 classes de 3e. Je n'ai pas de 6e. Une petite pause longue, très très longue des 6e, me fera extrêmement de bien. Et surtout, je suis très contente de retrouver les 5e, parce qu'avec les 5e, il y a la journée médiévale, puisque chaque année, on organise dans mon établissement une journée médiévale, c'est-à-dire une journée durant laquelle les élèves sont censés venir costumés pour la fête médiévale. Et nous organisons aussi du coup des activités en lien avec leur programme scolaire, puisque en histoire, ils étudient majoritairement le Moyen-Âge, également en français, puisqu'ils ont tout ce qui tourne autour des textes issus également de cette période. En général, j'y participe, mais moi je m'occupe du concours de photos. Et cette année, je me suis dit que j'allais faire participer ma classe aussi. Je pense que je vais étudier les banquets médiévaux, sachant que dans les banquets médiévaux, ce qui est super intéressant, c'est que vous avez alors bien sûr le repas, mais ça ma collègue d'histoire, l'autre collègue d'histoire avec qui je travaille, s'occupe de faire aux élèves des menus et également des blasons ensuite. Et moi je vais m'occuper plutôt de tout ce qui tourne autour de l'art du spectacle et du rôle du ménestrel, puisque dans les banquets médiévaux, entre chaque plat, vous avez des ménestrels, des jongleurs, des artistes, même si on n'utilise pas le terme d'artiste à l'époque, mais qui viennent en tout cas flatter un peu le seigneur et essayer de mettre de l'ambiance dans cette fête médiévale. Et on arrivait à la fin de la journée, j'étais fatiguée, j'avais mal à la tête, et comme à chaque fois que je suis fatiguée et que j'ai mal à la tête, j'ai n'importe quelle idée qui me vient à l'esprit, et je me suis dit, j'ai envie, avec les élèves, d'organiser un concours où, du coup, dans cette journée, on va mettre un prince géant, donc genre un carton géant, avec un roi ou un prince, avec une couronne dessus. Et les élèves, il y aura une boîte, et on fera un atelier d'écriture où ils devront écrire dessus des flatteries pour le Seigneur, donc genre des odes ou des louanges, où en gros ce sera venez flatter le Seigneur, et celui qui aura le mieux flatté l'ego, la beauté, le pouvoir, la grandeur, que sais-je, du Seigneur, remportera un cadeau. Alors j'ai pas d'idée de cadeau pour le moment, mais ça viendra, ça viendra. Dans ce même niveau de 5e, on va normalement également reparticiper avec mon collègue de français, avec qui j'aime beaucoup travailler, au concours non au harcèlement scolaire, qui est un concours qu'on avait déjà gagné dans la catégorie académique cyberharcèlement, où on avait travaillé sur les mots qui peuvent devenir des mots. Et encore une fois, on voudrait rejouer un petit peu avec ces jeux de mots. Là, on va reparticiper, mais on va pas reproposer exactement la même vidéo, sachant qu'il faut proposer un format vidéo de 2 minutes avec un projet qui lutte contre le harcèlement scolaire. Et là, on aimerait bien faire quelque chose d'un petit peu plus poétique que ce qu'on avait fait. Parce que nos élèves ont gagné, mais on se demande toujours pourquoi, parce que c'était bien. C'était pas exceptionnel, quoi. C'était bien. Donc là, l'idée, c'est de recommencer. Ça sera en lien avec le fait que désormais, lui et moi, on est référent lutte contre le harcèlement scolaire dans notre établissement, puisqu'on a participé à une formation qui s'appelle phare, qui est la nouvelle formation et ambition de l'éducation nationale de former des formateurs pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire, qui est devenu un délit.
Alors, le harcèlement était déjà un délit, mais désormais harcèlement scolaire, c'est également un délit passible du coup de sanctions pénales. Sauf que nous, on va essayer de développer ce qu'on appelle une approche non blâmante et bienveillante, qui serait surtout basée sur l'empathie. L'idée, c'est en fait de comprendre que le harcèlement scolaire, ce n'est pas un phénomène individuel, c'est un phénomène de groupe. Je parle de harcèlement scolaire là. C'est un phénomène de groupe, hormis quelques cas isolés, et c'est ce groupe qui va se monter contre une personne. Donc il faut désamorcer ce phénomène de groupe-là en travaillant sur l'empathie. Alors on les appelle même pas là des harceleurs mais des intimidateurs. Ils vont finalement ne plus avoir d'empathie pour leurs victimes. Donc là l'idée c'est d'avoir des entretiens très courts où on recevrait à la fois la victime et les intimidateurs pour essayer de déjouer ces situations de harcèlement. C'est une méthode qui est héritée des méthodes des pays scandinaves, donc la méthode à la base elle s'appelle PICAS, si vous voulez aller regarder, et c'est une approche qui est basée sur des entretiens très courts. On va recevoir les intimidateurs et la victime sur plusieurs jours, voire semaines, jusqu'à normalement que ça résolve le problème. Par contre, si cette méthode ne fonctionne pas, à ce moment-là, on passe sur de la sanction. Même si ce qu'on constate, c'est que en général, dans les situations de harcèlement scolaire, la sanction est parfois importante, surtout pour la victime, mais qu'elle ne résout pas forcément le problème. Donc l'idée, c'est plutôt de faire comprendre à celui qui harcèle que c'est pas bien de faire ça. Oui, parce qu'on est d'accord, c'est pas bien de harceler une personne. Hein. Jusque-là, on est tous d'accord. Hein. Déjà, on a ça avec les 5e. Ce qui fait que mes 3 classes de 4e, je ferai des choses dans mes cours, ça c'est certain, parce que je m'ennuie vite dans ma vie, donc j'aime bien faire des choses dans mes cours. On va peut-être faire quelque chose sur la ville, mais globalement, je pense que je vais pas faire de gros projets avec les 4e, parce que j'en ai déjà 2 gros avec les 5e, que j'ai le projet de lutte contre le harcèlement scolaire, qui est en plus, si vous voulez, de mon travail. Et surtout qu'avec les 3e, on est censé travailler sur des parcours féminins, avec l'idée de travailler justement sur des femmes pour les mettre en avant, des figures féminines, puisque généralement l'histoire, on l'aborde plutôt d'un point de vue masculin. Et on voudrait également, avec ma collègue d'allemand, travailler sur la lutte contre les préjugés franco-allemands, sachant que moi, la classe dont je suis professeure principale cette année, c'est une classe avec majoritairement des élèves germanistes, alors pas que, mais parmi ces élèves-là, et parmi d'autres élèves germanistes que j'ai également en 4e, on va participer à un échange franco-allemand. Donc on va retourner en Bavière, parce que ça faisait longtemps, ça me manquait la Bavière, voilà, donc il faut retourner en Bavière, quelle tristesse. Voilà, sinon, dernière petite chose que je voulais vous montrer, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, c'était mon emploi du temps. Alors, juste avant que vous criez « Mon Dieu, elle ne fait que ça comme horaire, oh, cette personne ne travaille pas de sa vie !» Donc je rappelle quand même que les professeurs certifiés doivent 18 heures de cours. C'est-à-dire que dans l'éducation nationale, 1 heure en vaut 2, puisque vous avez tout ce qui rentre en compte avec la préparation de cours et la correction, plus le fait de donner le cours. Et pour ceux qui par exemple seraient agrégés, là vous seriez à 15 heures de cours par semaine. Après, je crois que les professeurs des écoles, mais je peux me tromper, il me semble que c'est 24 heures ou 22, je sais plus, et les professeurs documentalistes par exemple doivent 30 heures, enfin voilà, ça varie après en fonction de votre statut. Voici donc mon emploi du temps cette année. Alors, là je vous le montre dans la vidéo, mais il est possible qu'au moment où vous la visionnerez cette vidéo, il ait un peu changé, parce que généralement les 2 premières semaines il est provisoire. Je vais pas me plaindre, mais j'avais pas demandé mon jeudi matin, et en fait je déteste travailler l'après-midi, moi j'aime bien travailler le matin. J'avais demandé mon jeudi après-midi. Bon, c'est pas grave, passons sur ces détails. Toujours est-il que, il faut quand même que vous compreniez que quand un enseignant a 18 heures de cours, c'est notamment par exemple les moments, vous voyez, qui sont au milieu. Alors nous, dans notre établissement, on est trop nombreux pour avoir une pause repas de 1h30 ou 2 heures par exemple, donc en fait on a des cours sur les heures de repas, et on mange, si vous voulez, entre les heures de repas. Ça arrive très 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 régulièrement que le soir, je ne sois pas chez moi à 16h30 parce qu'il y a marqué que je finis à 16h30. De même que c'est pas parce qu'il y a marqué que je commence à 8h30 que je commence à venir au collège à 8h30. En général, moi, je pars de chez moi, il est à peu près 7h40, puisque j'essaye d'être au collège, comme ça j'y suis vers 7h50, maximum 8h, sachant que j'y vais à pied, hein, je suis pas très loin. Et ça me permet ensuite d'installer ma salle, de faire mes photocopies, puis ensuite de recevoir les élèves. J'aime bien aussi quand des fois il y a un petit peu de trou dans l'emploi du temps, parce que ça me permet de faire des photocopies par exemple, ou de corriger. Et ça arrive que je reste 1 heure de plus le soir, surtout si par exemple j'ai des rendez-vous avec les parents, ça permet de les recevoir au collège, ou alors ça permet de passer des appels depuis le collège, ou alors je rentre chez moi et je passe mes appels depuis chez moi. Je traite mes mails, parce qu'il y a des moments donnés dans la journée où on a le temps, quand on est en cours, que les élèves sont en activité, de traiter le côté informatique, les mails.
mais des fois on n'a pas le temps, et souvent le soir ce que je fais aussi, si j'ai pas pu le faire au moment des cours, c'est que je poste sur Pronote, du coup, mes cours, la trace écrite pour que les élèves puissent les récupérer, et éventuellement les documents pour ceux qui étaient absents. Ce qui fait que, effectivement, en taux horaire de présence devant élèves, ça peut vous donner l'impression que ce n'est pas énorme, mais on ne fait pas 18 heures par semaine, parce que au-delà de ces 18 heures de cours, il faut rajouter, bon, je vous dis la préparation de cours, la correction des copies. Alors on est d'accord, on n'a pas des copies tout le temps à corriger, mais tout ce qui est ensuite, le traitement avec les parents, avec les élèves, parce que on ne les met pas à la porte tout de suite. On discute parfois aussi avec eux, donc ça nécessite des fois de prendre un peu de temps, ce qui fait que des fois sur une planche horaire de 4 heures de cours, en fait on va pas faire de pause, même si ça sonne, parce que des élèves vont rester discuter et qu'on sent qu'ils en ont besoin et on va pas les mettre à la porte. Donc voilà, ça aussi c'est important de le souligner et que vous le sachiez. J'aurais énormément de mal à vous dire exactement combien de temps je travaille par semaine, tout simplement parce que il faudrait que déjà j'allume un chronomètre à chaque fois que je travaille. Et puis je travaille à des moments donnés, des fois je sais pas, ça me prend, je fais un truc en me réveillant à 6h45, comme d'un coup le week-end je me mets à faire tout un après-midi un dimanche sur des cours à préparer, ou à l'inverse je le fais dans la semaine en rentrant, je le fais dans des moments de... Donc c'est compliqué de chiffrer vraiment le temps de travail qu'on peut mettre. Ce qui est certain, c'est que plus on est dans un début de carrière, plus on va mettre de temps, plus on avance dans le temps, plus on a des ressources qui nous permettent de nous appuyer dessus. Et après, c'est surtout du remaniement de cours. Ah oui, et dernière chose dont je voulais vous parler, on a créé avec mon collègue d'Histoire Géo une nouvelle option qu'on propose aux élèves, qui s'appelle l'option DAC. C'est moi qui l'ai inventé, l'acronyme. Ça veut dire débattre, argumenter, critiquer. Et c'est un atelier de débat basé sur de l'oral qui permettra du coup de développer l'expression orale, mais surtout de développer l'argumentation autour de sujets d'actualité ou de philosophie ou de géopolitique, enfin voilà, des sujets, des grandes thématiques qui permettront aux élèves d'apprendre à s'exprimer à l'oral. Et donc on a fait un recrutement auprès des élèves de 4e l'an dernier pour qu'ils puissent s'inscrire et puis participer à cette option. Donc on a recruté à peu près 23 élèves et on a très hâte de commencer. Enfin, j'imagine que quand vous regardez cette vidéo, on aura commencé, mais je vous ferai un petit retour quand on en sera à un certain moment dans l'année sur cette option pour vous l'expliquer de manière un petit peu plus approfondie. Je pense que globalement, je vous ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'ai prévu de faire cette année et de ce que là j'ai fait pour les premiers temps. Je suis de nouveau cette année professeure principale d'une classe de 3e, puisque c'est vraiment un niveau que j'aime énormément, que ce soit pour le programme que pour le suivi de l'orientation, des stages et des rapports qu'on peut avoir. C'est moins de la gestion de classe et plus de l'orientation. Et c'est une classe que je suis très contente d'avoir, parce que c'est une classe avec des élèves que je connaissais pas forcément pour la plupart, mais dont j'ai eu de très bons échos. Et surtout, c'est les classes à option germaniste, puisqu'on avait tout ce projet d'échange avec ma collègue d'allemand. Voilà. Vous avez dû comprendre que notre établissement est un établissement vivant. On ne s'ennuie jamais. Et c'est aussi la raison pour laquelle... pour le moment, je ne pourrais pas quitter tout de suite ce collège, même si parfois je pense à m'en aller et à retourner dans le sud. Mais les collègues que j'ai, les projets qu'on a, enfin, voilà, c'est ce qui fait rester. Hein. Moi, je suis désolée, mais quand on est bien dans son travail, c'est compliqué de le quitter aussi. Et ils sont tous très chouettes. Et voilà, mes collègues de travail, c'est ce qui contribue pour beaucoup au fait que je reste. Et mes élèves aussi, parce que j'aime beaucoup mes élèves. Eh bien écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, je vous remercie encore une fois pour votre écoute, pour vos messages quotidiens, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.